Très heureuse de vous retrouver ce mardi 24 juillet 2018 pour parler encore et encore de la santé. Le thème choisi pour vous ce soir, c'est le choléra, une maladie dont vous avez au moins une fois entendu parler. Cette maladie, nous pouvons toutefois la prévenir ou l'éviter si et seulement si les règles élémentaires d'hygiène sont respectées. Ces règles, ce sont des gestes simples. Nous vous les rappelons ce soir et nous profiterons également pour vous parler de l'origine du choléra, c'est-à-dire la cause du choléra, les facteurs de risque et les signes cliniques que présentent les personnes infectées. Le Togo est-il aujourd'hui un pays à haut risque? Notre invité, il s'agit d'un médecin épidémiologiste. Il nous apportera la lumière sur toutes ces questions et bien d'autres encore. Merci de continuer par nous faire confiance et de nous suivre dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Santé d'abord. Voilà, sur le plateau ce soir, nous recevons Dr Simon Pierre Hassan. Il est médecin épidémiologiste. Dr Hassan, bonsoir. Bonsoir Carole. Et merci d'être avec nous dans cette émission. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Je crois que c'est la première fois que je vous reçois en tant qu'invité dans cette émission. Oui, avec vous la première fois, mais j'étais déjà passé avec Marcel. C'est ça. Ouais. Je le disais tout à l'heure, vous êtes médecin épidémiologiste. Alors, on aimerait bien savoir ce qu'on entend par épidémiologiste. En quoi consiste votre travail? Alors, médecin épidémiologiste, c'est-à-dire un médecin qui est formé à l'épidémiologie, donc qui a pour spécialité l'épidémiologie. Et l'épidémiologie, donc, c'est cette science-là qui étudie comment est-ce que les phénomènes de santé sont distribués, quels sont les déterminants au sein des populations, et puis qui essaie donc d'apporter des approches de solutions à ces différents problèmes-là. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour nous apporter des informations sur le choléra, des informations qui seront utiles, bien évidemment, à la population pour la prévention, pour prévenir cette maladie. Alors, venons-en justement à cette maladie qu'on appelle le choléra. C'est vrai que tout le monde a au moins une fois prononcé ce mot, choléra, oui. Mais tout le monde ne sait pas exactement de quel genre de maladie s'agit-il. Docteur Hassan, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je voudrais d'abord vous dire merci. Je vous en prie. Pour nous avoir invités à ce plateau. C'est un plaisir pour nous. Et merci pour l'opportunité que vous donnez de partager ces informations. Bien sûr, vous jouez votre partition dans la lutte contre la maladie. Exactement. Alors, le choléra, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie grave. Une maladie grave qui est caractérisée donc par une diarrhée grave qui est faite d'eau. Et cette maladie apparaît souvent sous forme épidémique, c'est-à-dire plusieurs cas qui apparaissent en même temps dans un moment donné et dans une population donnée. Donc, c'est ça l'épidémie. Donc, le choléra, qui est cette maladie grave-là, apparaît généralement sous forme épidémique. Très bien. Le choléra en français facile pour permettre aux gens, ceux qui nous suivent ce soir, de comprendre le message qu'on voudrait bien leur envoyer. Le choléra, c'est une maladie infectieuse, maladie des mains sales. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Bien sûr, c'est une maladie donc qui est due, qui est causée, c'est une infection. C'est une infection qui va causer donc cette maladie. Donc c'est-à-dire c'est un germe, un microbe qui va entrer dans l'organisme et qui va donc provoquer ces désordres-là qui vont aboutir à cette diarrhée qui est faite d'eau. Voilà, donc c'est une infection. C'est une infection dont l'agent causal est un microbe. Est un microbe. C'est une bactérie, mais on va l'appeler ce soir microbe. Tout simplement, pour mieux faire passer le message, une bactérie qui s'appelle le Vibrio cholerae. Voilà. Alors, qui héberge cette bactérie-là? Où se trouve cette bactérie? Dans la nature?
dans nos aliments que nous consommons, dans les eaux qui coulent? Alors, le Vibrio cholerae, qui est donc la bactérie qui cause le choléra, est une bactérie, est un germe qui vit dans l'eau. Exactement. Qui vit dans l'eau. Et certes, ce germe résiste beaucoup au sel, donc, mais bizarrement, on ne le retrouve pas beaucoup dans la mer. On le retrouve beaucoup plus dans les étangs, les estuaires, dans les eaux stagnantes, les estuaires, les lacs, là où aussi il y a les déjections des hommes, là où les sels sont éliminés, les défécations, on le retrouve à ce niveau-là. Et dans cette eau, ce germe peut aller habiter dans les fruits d'eau, les crustacés, comme les crevettes, les fruits de mer, comme les légumes, qui sont donc dans cette eau-là. Et donc, ce qui fait du coup que dès que l'homme les consomme, il peut donc héberger lui-même à l'intérieur de son organisme ce microbe-là et donc développer la maladie. C'est ça, très bien. Alors, à part cet agent pathogène qui provoque cette infection intestinale, est-ce qu'il n'existe pas des facteurs de risque pour cette maladie? Oui, voilà, les facteurs de risque ici sont clairs, puisque ici nous voyons que nous sommes complètement liés à l'eau et nous sommes aussi liés aux conditions d'assainissement. Donc, les situations dans lesquelles l'accès à l'eau salubre est difficile, les conditions dans lesquelles l'hygiène et l'assainissement de base sont précaires, sont des facteurs qui exposent donc à l'apparition de cette épidémie-là, de cette maladie. Donc, souvent, on le retrouve dans des milieux de niveau socio-économique bas, c'est-à-dire des milieux pauvres et à forte densité, et où la difficulté de trouver l'eau salubre, l'eau saine, n'est pas toujours chose facile. Il y a des problèmes d'assainissement. D'assainissement, c'est ça. Donc là où on n'a pas assez de latrines, l'environnement est pollué. Surtout l'absence de latrines qui fait donc que les gens sont obligés d'envoyer leur défécation dans la nature. À l'air libre. À l'air libre. Donc ce sont ces milieux-là qui sont exposés à développer cette maladie. Très bien. Alors, une fois qu'une personne est en contact avec l'agent pathogène de cette maladie qu'on appelle le Vibrio cholerae, qu'est-ce qui va se passer dans l'organisme de cette personne infectée? Après combien de temps, une fois que la personne a été infectée, après combien de temps la personne va développer la maladie? Et comment cette maladie va-t-elle se propager? Nous allons vous proposer une petite vidéo sous forme de dessin animé en français facile pour mieux vous faire comprendre ce dont on est en train de parler ce soir. Regardez cette vidéo et on revient juste après sur le plateau. À tout de suite. Le vibrion cholérique, Vibrio cholerae, est une bactérie en forme de virgule responsable du choléra. Extrêmement mobile, comme la plupart des vibrions, il se déplace et se multiplie dans l'eau à toute vitesse. Le vibrion se cache dans les selles des porteurs sains, des malades et des convalescents. Il peut vivre ainsi à l'abri de 7 à 14 jours. Dans les régions du monde où le choléra frappe régulièrement, le nombre de porteurs sains est beaucoup plus important que celui des malades. L'homme joue donc à la fois le rôle de milieu de culture et de disséminateur du vibrion. En buvant de l'eau contaminée par des déjections humaines, on ingère sans le savoir une armée de vibrions dans notre estomac. Si dans la majorité des cas, les personnes porteuses du vibrion ne présentent pas de symptômes, c'est que le bacille a été détruit par la barrière acide de l'estomac, ou que le système immunitaire a rempli son rôle. La contamination est donc aussi une question de quantité. Il faut des ingestions massives de vibrions pour tomber malade. Après le passage de l'estomac, les vibrions se multiplient dans l'intestin grêle. Ils sécrètent alors une toxine qui provoque une série de réactions biochimiques.
Ces réactions entraînent des diarrhées dites en eau de riz et des vomissements violents. Ces premiers symptômes apparaissent quelques heures ou quelques jours après contamination. La déshydratation est spectaculaire. Les pertes d'eau peuvent atteindre 15 litres par jour, entraînant la perte de micronutriments essentiels, un effondrement de la pression sanguine et la mort. Comme le bacille ne séjourne qu'un temps dans l'organisme de sa victime, l'objectif pour le médecin est moins de s'attaquer au vibrion que de réhydrater son patient en urgence. Le malade récupère à une vitesse vertigineuse. En quelques heures, il passe d'une mort annoncée à la vie recouvrée. Voilà, il y a beaucoup d'informations dans cette petite vidéo très instructive. Et Dr Hassan, la vidéo l'a notifié ou bien l'a signifié, la plupart des personnes infectées ne présentent pas de symptômes. Elles sont des porteuses, tout simplement. Alors, par contre, certains vont développer la maladie. Ça veut dire que tout le monde peut être infecté, mais tout le monde ne peut pas être malade. C'est bien cela. C'est bien ça, c'est l'histoire naturelle de la maladie. C'est pas tout le monde. On a des résistances différentes. Et certains vont très rapidement manifester, d'autres un peu plus tardivement, mais d'autres pas du tout. Pas du tout. Et puis c'est ça le danger. Le danger parce qu'on a 80 à 90 personnes infectées qui ne vont pas manifester la maladie. Elles sont asymptomatiques. Elles sont asymptomatiques, mais ont le germe. Et donc vont alors disséminer le germe parce que n'étant pas malades, ne font pas attention. Donc c'est là le véritable danger. Alors une personne porteuse de cette bactérie, mais qui n'est pas malade, se trouve dans la nature tout comme nous. Et si il se fait qu'elle va déféquer dans la nature, alors soit ces défécations vont être en contact avec l'eau que la population pourra consommer, ou bien par le truchement des mouches. Les mouches peuvent aller se poser sur ces selles qui ont une contenance, une densité élevée en ces bactéries et les transporter sur un repas, sur une nourriture qui n'est pas couverte, et dès qu'elle est consommée, les individus qui les mangent vont donc attraper la maladie. Ou bien, après avoir fait les selles, cette personne ne va pas se laver les mains correctement et donc va transporter, dans ses mains, va transporter la bactérie sans se rendre compte, et puis va la disséminer aux autres, peut-être en se saluant, ou elle-même se réinfecter au fur et à mesure. Donc, va tout simplement disséminer la bactérie dans la communauté. C'est ça, c'est ça. Alors, revenons un peu sur, nous allons rester un peu sur cette question. Lorsque vous avez dit, tout le monde peut être infecté, mais tout le monde ne fait pas la maladie. Oui. Est-ce que cela est dû à l'immunité de tout un chacun, à l'organisme, comment l'organisme réagit à l'intrusion de ces bactéries-là mais bien sûr, plusieurs facteurs l'expliquent, mais principalement ici, comme je disais, je parlais de résistance. C'est-à-dire que l'être humain en lui-même a une autodéfense. Des dispositions qui lui permettent de se défendre contre les germes extérieurs, les bactéries, les virus et tout ça. Et donc, ce qui fait que du coup, on peut avoir des défenses faibles et très rapidement faire la maladie. On peut avoir des défenses aussi suffisamment fortes et résister à la bactérie. Donc voilà ce qui fait un peu la différence entre les hommes, ceux qui font la maladie et ceux qui ne font pas la maladie. Très bien. Alors la vidéo l'a dit, la vidéo a mentionné 2 signes principaux, la diarrhée et le vomissement. Oui. Donc le choléra, c'est une maladie diarrhéique. C'est ça. Maladie diarrhéique, est-ce que la diarrhée est un élément ou bien un signe fondamental qui va orienter le clinicien vers un diagnostic positif de la maladie? Mais bien sûr, parce que c'est la diarrhée le signe, le maître signe. C'est la diarrhée qui est le signe qui
finalement est décisif dans le diagnostic de cette maladie-là. Cette perte d'eau par les selles, qui est vraiment spectaculaire et qui est très grave. C'est ce signe-là, ce signe de diarrhée, qui va tout de suite orienter le clinicien à voir est-ce que c'est le choléra ou non. Mais les caractéristiques de cette diarrhée, c'est vraiment spécifique. Vous voulez parler de la nature de la diarrhée? De cette diarrhée-là. Oui. Cette diarrhée qui est une diarrhée profuse, une diarrhée en jet. Aqueuse. Aqueuse, donc c'est-à-dire faite d'eau. Aqueuse veut dire que c'est complètement de l'eau. C'est ça. Et avec quelques grains dedans, c'est pourquoi on qualifie cette diarrhée-là de diarrhée en eau de riz. En eau de riz. Donc dès qu'on a ce signe de diarrhée, alors c'est une diarrhée grave et il faut immédiatement évoquer qu'il est possible que ce soit le choléra et se rendre automatiquement dans la formation sanitaire la plus proche. Automatiquement. Donc les autres signes vont venir et naturellement vous comprenez que le fait de perdre l'eau par les selles dans cette diarrhée-là, ça va entraîner des conséquences graves. Alors, supposons qu'une personne commence par faire des diarrhées. Peut-être au cours de la journée, elle a fait des selles jusqu'à 3, 4, 5, 6 fois. Une diarrhée qui ne s'arrête pas. Comment est-ce que le diagnostic va être posé quand on sait que beaucoup de maladies se ressemblent de par leurs signes? De par leurs signes cliniques qu'elles présentent. Alors, puisque pour le choléra, en plus de la diarrhée, il y a aussi le vomissement. Oui. Comment se fait le diagnostic du choléra? D'abord sur cette diarrhée-là. Cette diarrhée-là qui vraiment est une diarrhée qui est marquée par un début brutal. Un début vraiment brutal où la personne commence tout de suite à faire de la diarrhée. Et les caractéristiques de cette diarrhée, comme je le dis, c'est de l'eau. C'est de l'eau, donc c'est une diarrhée grave qui est très profuse et qui fait que tout de suite, la personne va perdre du poids, va être fatiguée, va s'affaiblir, va finalement avoir des crampes musculaires. Et puis si rien n'est fait, ça évolue vers la mort. Vers la mort. Donc vous voyez. Alors, donc sur la base du début brutal d'une diarrhée, accompagné de vomissements, il faut déjà évoquer que c'est un probable choléra. Il faut rapidement dire au dispensaire le plus proche, attention, il se peut que ce soit le choléra. Et comme ça, les dispositions vont être prises pour rapidement sauver le sujet qui est atteint. Voilà. D'accord. Nous allons évoluer dans cette émission. Alors, quelles sont les informations dont disposent nos concitoyens sur le choléra? Certaines personnes ont été interrogées sur la question. Voici leur réponse. C'est une maladie contagieuse. C'est pourquoi on nous demande de laver les mains, d'être propre à tout moment. Les signes qu'il faut remarquer, c'est d'abord le vomissement et puis la diarrhée. Vite fait, il faut aller à l'hôpital. Vite fait. Parce que la choléra tue. Si tu perds le temps, ça va t'emporter. Parce que dès que tu contractes cette maladie et que quand ça déclenche, ça te fait perdre beaucoup de l'eau parce que ça donne la diarrhée. Et d'un seul coup, tu seras tellement épuisé. Et si tu n'es pas vite traité, c'est la mort qui s'ensuit. La propagation se fait par la mouche et c'est à cause de l'insalubrité. Et quand quelqu'un a cette maladie, si on le sait vite et qu'on l'écarte des autres personnes, on peut éviter la contamination. Bon, c'est ce que moi je sais pour le moment, mais c'est qu'il y a encore d'autres signes. Parce que la diarrhée, ce n'est pas seulement le choléra qui donne ça. Il y a d'autres signes que nous, on ne sait pas. Peut-être c'est le docteur seul qui peut les connaître, quoi. Donc si quelqu'un souffre de la diarrhée actuellement, on ne peut pas dire en même temps que c'est le choléra. Il faut des examens pour savoir si c'est le choléra ou bien c'est une autre maladie. Et c'est une maladie qui tue rapidement. Le choléra, j'en entends parler et sur les masses médias, surtout la télé. Et je sais que c'est une maladie qui est due à la malbouffe, à la saleté. Et souvent,
quand on ne se lave pas les mains, et on prend les aliments, on les ingurgite, et ça déclenche une maladie qu'on appelle le choléra. Et quand elle se présente, on a la diarrhée. Bon, c'est ce que j'ai comme idée sur la maladie. Choléra, eni edoa ke euname. Amere le choléra, le quoi le trou, elle est gazée, agnabe choléra ouais. Choléra muni bena, la quoi mais la quoi be les femmes qui ngwala negbe le trou, les trous et mis le taux de quoi agnabe choléra ouais et 10 bon les pour dominer. La pour les condi, na on pour les condi kaba okuna. Choléra be doa. C'est nainko. Voamu wanyen tokpo. Alo wamene la honye mene matin. Anya voamu sena ben kole ke be se manifester na doa. Wa be le ame ala no yigaze ku toa. Bon, et puis nous ke hene vana chami sena nu pona nu poswenti. Be enu ya enu makomako wa. E hena va dibe no sadi na me am le benanu ndudu benu odasi tobosu le jireji ku towa le benam som so le chon dudu mi ne klasio et dibenu o henevana l'impropriété de l'environnement ne environnement le propre wa yom le benanu o le dingodo la file pepe o le kosibe bulo la fi o le wonu hanya nu ko henevana amero par exemple ne jile jai fi apa o huna wa be gazedo dona enu et si que l'eau de ruissellement mi et nous on que nyina et nous makomako ko amu wona et la ten choléra va. Voilà, docteur Hassan, une réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Mais bien sûr, là on peut se rendre compte que les gens savent à peu près ce que c'est. Ils savent même les modes de contamination, les facteurs de risque et tout ça. J'ai été très fier d'entendre qu'avec la pluviométrie, avec les pluies, et le risque s'accroît. C'est ça. Donc actuellement, au ministère de la Santé, ce sont les dispositions que nous avons déjà prises depuis donc, le début de cette saison pluvieuse. Et surtout avec ce risque que la pluviométrie de cette année soit encore plus élevée. Donc le ministre nous a instruits et puis toutes les dispositions sont déjà prises dans ce sens. Alors lorsque vous parlez de dispositions qui sont prises au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, alors ça veut dire qu'une approche multidisciplinaire s'impose pour prévenir le choléra. Alors, même cette émission qu'on est en train d'animer, une émission de sensibilisation et d'information, fait partie de cette approche préventive. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre en compte dans cette approche multidisciplinaire? D'abord, il faut regarder l'organisation même du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Au sein du ministère, il y a plusieurs programmes, plusieurs divisions, et qui, chacun à son niveau, joue un rôle bien précis. Et par exemple, nous avons la division de la surveillance qui s'occupe donc de former le personnel et de les amener à pouvoir, à partir de simples signes, détecter rapidement ces cas-là. Dès que c'est suspect, tout simplement, on notifie pour que des dispositions soient prises. Donc, ceci se fait déjà au niveau des formations sanitaires, mais avant même les formations sanitaires, c'est-à-dire les dispensaires, les agents de santé communautaire, c'est-à-dire ceux qui nous aident dans la communauté, des gens identifiés pour offrir un petit paquet d'offres de soins dans la communauté, eux aussi sont capables de détecter des signes et dire attention, ceci risque, ça pourrait être le choléra et rapidement notifier, donc dire que c'est suspect. Donc il y a ce système-là. Nous avons par exemple la division de la promotion de la santé qui appuie en termes de messages à diffuser pour informer rapidement la population. Nous avons la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base qui donc intervient jusqu'au niveau des formations sanitaires pour aider la communauté avec l'appui des partenaires comme UNICEF, OMS, Plan Togo, etc. pour donc aider à mettre
améliorer les conditions d'assainissement, l'hygiène et d'assainissement de base. Nous avons plusieurs autres divisions qui interviennent avec déjà au niveau des hôpitaux, les cliniciens qui sont là, qui sont formés à ce sujet-là. Donc déjà l'organisation même au sein du ministère de la Santé permet de voir que nous sommes prêts à pouvoir affronter éventuellement une épidémie ou l'apparition de cette maladie-là. On peut la gérer. Les dispositions qui sont prises aussi, c'est que au niveau des formations sanitaires, au niveau des lycées sanitaires, on a déjà prédisposé des intrants, des médicaments qu'il faudrait donc en cas 2. Voilà. En cas 2, on n'attend pas. Et que cette prise en charge, ce traitement-là est gratuit. Et maintenant, en dehors de ce qui est interne au ministère de la Santé, le fait qu'on collabore avec d'autres secteurs, comme le secteur de l'agriculture, qui donc, dans ses efforts, essaie d'aider la population à avoir une disponibilité suffisante en nourriture, donc fait que, bon, on ne va pas manger n'importe quoi. Et on a la Régie des eaux, par exemple, qui offre de l'eau potable dans les villes, et l'hydraulique villageoise qui travaille dans les villages pour offrir de l'eau potable. Donc ça fait plusieurs secteurs qui se mettent ensemble dans la lutte contre ces maladies-là, qui sont des maladies donc liées à la précarité des conditions d'hygiène et d'assainissement. Donc voilà un peu comment se présentent ces aspects multidisciplinaires. Et aujourd'hui, nous parlons du concept une seule santé. Une seule santé où, pour tous les événements que nous suivons pour détecter des anomalies et réagir rapidement, nous allons avec le ministère en charge de l'élevage, nous allons avec le ministère en charge de l'environnement, nous allons avec le laboratoire. Donc ça fait que l'équipe déjà au niveau conceptuel même est suffisamment organisée en tenant compte de cette multidisciplinarité. Voilà. Très bien. Mais docteur Hassan, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les régions du Togo ne sont pas desservies en eau et assainissement. Alors, il y a certaines régions de notre pays, dans les fonds du Togo, où les gens manquent cruellement d'eau potable. Et est-ce que vous faites des plaidoyers à l'endroit du gouvernement? C'est vrai que le ministère de la Santé, c'est le gouvernement. Alors, quels sont vos plaidoyers par rapport à cette situation? Les gens sont en manque d'eau dans les villages. C'est une réalité. Oui, le problème est posé, même pas dans les fins fonds du village, même à Lomé. Voilà. Même à Lomé, dans certains quartiers, les conditions ne sont pas du tout bonnes. Et on a connu des situations où on a eu des cas de choléra dans Lomé. C'est possible. Donc, c'est pour dire que c'est connu, mais les efforts sont toujours continus, les efforts sont soutenus, et que progressivement, il y a quand même quelque chose qui est fait pour aider cette communauté-là. Vous pouvez constater que depuis l'année 2017, par exemple, 2016-2017, on n'a pas eu de cas de choléra au Togo. Ce qui est vraiment une très bonne chose. Et cette année 2018, on n'a pas encore enregistré de cas. Donc, ce qui veut dire que les efforts qui ont été consentis sont en train de produire des fruits. Des fruits. Très bien. Alors, comment savoir, en tant qu'épidémiologiste, comment savoir s'il y a un risque de choléra dans une région donnée? Est-ce que vous avez des indicateurs? Oui, le risque de choléra est lié aux conditions... Dans les zones inondables, par exemple? Oui, des zones inondables de forte densité de population, avec absence de latrines, conditions d'hygiène d'assainissement précaires, où les gens font des défécations à l'air libre. Il y a un risque élevé à ce niveau-là que le choléra apparaisse. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est à partir de ces éléments qu'on arrive à cartographier les zones où le risque existe. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Elles sont nombreuses, ces revendeuses de nourriture qu'on retrouve un peu partout au bord de la route, mais est-ce qu'elles respectent toutes les règles d'hygiène pour prévenir chez leurs clients ces genres de maladies telles que le choléra? Alors, protègent-elles bien ou bien couvrent-elles bien leurs étalages? Nous avions interrogé 2 d'entre elles. Apparemment, elles sont conscientes de la situation. Écoutez-les.
Nebo kolola bo do anyi benko. Odola tutugba ke gbedo mama ba wa. Odola le bene ndudu bon kolo wala le bene. Asi krokro no la klasi a jave nu no no asi wa adi nu ngba no de o. Ano klasi o klasi yudia ke gba kasi do edokolo wa nti. Edokolo wa odola le bene do. Tobo suma yegbo. Ale bene mi de no gbele bene kwa edon wo de popo ma ba o wana fi ko mba ele bene no wa edon wo la va gbo tutu gba ne va gbo wa ola no egaze ola no trun ola no egaze ola no trun no fi ko le egaze ole trun no kaka anya be na kolo le va gbo ola odula si du katakata no la konji chakpo la te yi yo la pota ni no mu ikonji wa adabare kabe dore benyina epuva na monsirika zirika domo sasa anyi dobuno nduko wa kolora to ya nyanya otona eyicha enyina sasra sudento ola no sras kaba la no egaze dodo am kaba nto na fi kole yino kudum tutu no kwa anya zirika be kolora eva egbo mila no le bene miabom dudu bonde pepe ke midula no le bene ano klasi adi j'avais un moment de gbo quand ndudu wa midula no som no chon no nyi de ke nu obede pepe magogo am no chon gbelele bo no na kwa don ama va gbo. Mes collègues revendeuses de nourriture de bien protéger leur manger, bien couvrir les choses quoi. Alors, docteur Hassan, quels sont vos rapports avec l'Institut national d'hygiène? Parce qu'avec ces revendeuses-là, je crois que parfois, il y a des descentes inopinées sur le terrain pour voir si ces petites règles d'hygiène sont respectées. Est-ce que vous suivez cette piste-là aussi? Oui, bien sûr. Je parlais tantôt des différentes divisions, des différents services à l'interne dans le ministère de la Santé. L'INH, l'Institut national d'hygiène, occupe une place fondamentale. C'est ça. Fondamentale parce que c'est le laboratoire national de référence. Donc, lorsque nous avons besoin de confirmer biologiquement une maladie, puisque à l'état clinique, c'est-à-dire dès qu'on regarde, on voit, on suspecte la maladie, clinique, il faut demander une confirmation. Ne suffit pas. Et c'est en ce moment qu'un prélèvement est fait et c'est l'INH qui s'occupe donc de la confirmation biologique du diagnostic. Donc on nous dit, voilà, effectivement, on a vu le germe, on l'a isolé, on l'a vu, c'est vraiment ça. Mais bien sûr que au niveau des formations sanitaires ou dans les districts, on n'attend pas que l'INH réponde avant. Mais maintenant, par rapport au suivi, contrôle des revendeuses de denrées alimentaires, c'est la division hygiène-assainissement qui regarde ça. Donc c'est vrai, elle va travailler ensemble avec l'INH, mais pour aller voir, est-ce que le minimum des conditions est respecté au niveau de ces revendeuses, parce qu'il faut quand même assurer une alimentation propre, une alimentation saine. On ne peut pas permettre que n'importe quoi soit donné à la communauté. Voilà. Lorsqu'on parle de choléra, c'est vrai que toutes les couches sociales sont des personnes à risque, a priori. Bien sûr. Mais n'y a-t-il pas des cibles vulnérables qui sont beaucoup plus exposées à la maladie? Les enfants, par exemple. Je dis n'importe quoi. Les enfants qui pataugent dans des eaux sales. Est-ce que ces enfants-là ne constituent pas des cibles vulnérables à la maladie du choléra? Oui, tout le monde est à risque de faire le choléra. Puisqu'il suffit d'avoir ingéré le germe, le microbe, donc le vibrio choléré, pour développer la maladie. Tout le monde est vraiment à risque. Et beaucoup plus dans les zones où l'hygiène est précaire, comme je le disais tantôt. Donc, si des enfants s'amusent dans de l'eau sale, de l'eau boueuse, de l'eau où on déverse les déjections humaines, c'est qu'ils sont vraiment à risque. Ils sont exposés. Ils sont vraiment à risque.
Mais maintenant, ces mêmes enfants, il suffit qu'un seul cas éclate dans une communauté, qu'avec l'aide des mouches, avec l'aide de nos mains sales, si on ne se lave pas les mains correctement, ça suffit pour qu'une autre personne attrape la maladie. Donc on se transmet la maladie. Donc ce qui veut dire que c'est le premier cas souvent qui devient le problème pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Admettons, vous l'avez dit, hein, depuis 2017 jusqu'à cette année 2018, il n'y a eu aucun cas de choléra détecté, ni suspect, ni confirmé. Mais admettons qu'il y a des cas de choléra. Est-ce que ces dispositions dont vous venez de nous parler suffisent-elles pour une riposte efficace à l'épidémie du choléra? Ah oui, en matière d'épidémie, et particulièrement en matière de choléra, ce qui aide le plus, c'est la rapidité avec laquelle le malade va consulter dans un dispensaire. Donc, c'est ce délai-là. Puisque si le malade est vite pris en charge dans un dispensaire, il guérit. Il guérit. Et dès qu'on l'a détecté, maintenant, il y a des dispositions qu'on prend autour de lui pour rapidement couper la chaîne de transmission. C'est-à-dire faire en sorte qu'à partir de lui, il n'y ait plus d'autres cas. Donc, il faut rapidement désinfecter les lieux et voir dans la communauté à peu près quelle est l'origine et puis désinfecter. Désinfecter. C'est ça qui fait qu'en ce moment, on travaille beaucoup plus avec les techniciens d'hygiène et d'assainissement. Donc, là, je le redis encore une fois, des médicaments sont déjà prépositionnés dans les districts sanitaires. Et la prise en charge, elle est gratuite. Donc, il suffit que dès qu'on suspecte un cas, qu'on conduise rapidement le malade ou qu'on appelle la formation sanitaire la plus proche pour venir prendre en charge le cas. Voilà. Le fait de dire que depuis l'année dernière jusqu'à cette année, il n'y a aucun cas de choléra, est-ce que ça veut dire que le Togo, notre pays, n'est pas exposé, ce n'est pas un pays à haut risque pour le moment? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Dire à haut risque, c'est peut-être trop dire. Mais qu'il y a quand même des zones où le risque existe. Des zones de conditions d'hygiène précaires. S'il n'y a pas de latrine, si les gens font des défécations à l'air libre, si l'accès à l'eau est difficile dans ces communautés, ce qui les amène à consommer de l'eau qui n'est pas bonne, d'accord, puisque c'est l'eau contaminée qui va finalement entraîner la maladie. Donc, il y a de ces poches. Et alors, qu'est-ce qui a été fait? Quand on a cartographié les zones où le risque existe, à des périodes de risque, comme les périodes de pluie, où donc il y a l'eau, d'accord, on démarre déjà des sensibilisations. Donc, dans ces districts, les équipes cadres sont vraiment à l'œuvre et font en sorte à ce que la communauté rapidement soit informée et se rappelle qu'il y a quelque chose comme ça. Et donc, on leur diffuse les règles élémentaires d'hygiène et d'assainissement. Et puis, en les appliquant, on est arrivé tout simplement à passer ces périodes-là sans cas. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Garde, Il faut toujours continuer à surveiller. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait allusion tout à l'heure aux médicaments qui sont disponibles. Alors, dites-nous, dans l'approche préventive, on parle des vaccins anticolériques. La vaccination protège-t-elle réellement et de façon efficace contre le choléra, Dr Hassan? Oui, des vaccins existent. Il y a 2 vaccins qui ont été mis au point, qui existent, mais qui sont fabriqués vraiment en quantité limitée. En quantité limitée. Et il y a beaucoup de critères sur la base desquels on peut décider que dans un pays, on peut se vacciner ou pas. Mais le plus souvent, c'est destiné aux voyageurs. Aux voyageurs, donc dans le carnet jaune, il y a des pays qui exigent que cette vaccination soit faite. Mais il s'agit donc de vaccins qu'on n'utilise pas en routine. On ne l'utilise pas comme ça. Et donc, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce que c'est des vaccins qui protègent pour une période de 6 mois à 1 an.
Donc la période de protection est assez courte. Et comme c'est des vaccins chers, finalement, ce n'est pas aussi efficace d'utiliser. Vous parlez des vaccins, vous faites allusion aux vaccins injectables? Non, parce que là, l'OMS a mis en veilleuse ces vaccins-là, parce que comme vous l'avez dit, ce sont des vaccins qui ne sont pas tellement fiables et qui ont une durée de vie assez courte. Et donc l'OMS a décidé de garder ces vaccins-là. Et aujourd'hui, les vaccins qu'on utilise, ce sont des vaccins buvables qui ont une durée de vie de 3 ans, je crois. Oui, il y a un nouveau vaccin qui est là. C'est de ce vaccin je parle, c'est-à-dire qu'il y a des critères sur la base desquels on peut décider d'aller l'introduire dans un pays. Alors, ce vaccin, généralement, pour attendre, il s'administre à partir de 2 ans déjà, avec un espace de 10 à 15 jours. Alors que généralement, les épidémies de choléra, pour attendre la 2e dose, on est déjà pratiquement en train de sortir parce que la riposte est assez efficace. Et le vaccin, en lui-même, ne vient pas remplacer les mesures d'hygiène et d'assainissement qu'il faut mettre en place. Donc, ce qui est efficace et qui est aussi efficient parce que ça produit de bons résultats avec un coût moins élevé, c'est vraiment d'approvisionner en eau potable et d'assainir le milieu. C'est ça. Voilà. Et donc maintenant, conduire la population à pratiquer les mesures d'hygiène. C'est suffisamment efficace. Voilà. Alors, justement, concernant la population à la base, quelles sont ces mesures d'hygiène, ces mesures de prévention existantes, les règles d'hygiène simples, les gestes simples qui sauvent? Vous voulez bien nous les rappeler? Mais bien sûr, c'est ça même l'élément d'ailleurs le plus important, je dirais. La prévention. Comment se prévenir que guérir. En fait, il y a un geste simple, c'est se laver les mains. Se laver les mains avec l'eau et le savon, ou bien la cendre lorsqu'on n'a pas le savon, c'est le même effet. C'est le même effet. Et ceci, quand on revient de nos activités, il faut le faire. Quand on veut manger, il faut le faire. Quand on revient des toilettes, après les selles, il faut se laver les mains. Le deuxième élément, c'est qu'il faut éviter de laisser nos aliments à l'air libre. Parce que les mouches vont se poser sur ça et une mouche peut transporter le vibrio choléré. Donc, il faut couvrir les aliments. Et troisième élément, il faut éviter de manger les crudités. Lorsqu'on va manger des crudités, il faut bien les laver. Il faut bien les laver et tout le dispositif qu'il faut donc pour décontaminer ces aliments-là. Vous voyez, actuellement, manger de la salade, c'est bien, mais il faut être sûr que la laitue a été bien lavée. Il faut faire attention. C'est ça. Et quatrièmement, il faut bien cuire les aliments. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est conseillé que quand on veut manger quelque chose dehors, il faut manger ce qui est chaud. Les repas chauds, ça permet donc d'éviter d'avoir le risque parce que le chaud, la chaleur, détruit les microbes. C'est ça. Donc voilà ces différents éléments-là que la population doit pouvoir mettre en pratique. Et puis, pour boire de l'eau, il faut boire de l'eau saine. De l'eau de robinet, de l'eau propre, mais pas aller prendre de l'eau dans les étangs, dans les estuaires pour consommer. Mais alors, à défaut, puisque des gens n'ont pas la disponibilité en eau courante, par exemple, puisque c'est un peu coûteux, et qu'ils récupèrent de l'eau de pluie ou plus de l'eau dans les citernes, il faut bouillir cette eau. Dès qu'on fait bouillir cette eau, on attend une dizaine de minutes, on est sûr d'avoir détruit ces bactéries-là. Et donc, on peut ensuite consommer. Ou bien utiliser des décontaminants comme l'eau de javel, le chlore, les comprimés de chlore, la soude, le bicarbonate de soude qui se vend au marché et dans les pharmacies. Ça permet de décontaminer. Même le vinaigre. Avec le vinaigre, qu'on trempe les légumes avant de les cuire, ça permet de décontaminer. Donc voilà un ensemble de dispositions que la population doit pouvoir prendre pour se protéger
et prévenir donc la survenue du choléra. Du choléra. Merci beaucoup, Monsieur Assad. Nous allons maintenant retourner dans la rue pour interroger certains concitoyens sur ces mesures préventives, histoire de voir si elles ont l'information. Voilà. Donc, certaines personnes se sont prononcées sur ces mesures préventives. Nous les écoutons tout de suite dans ce dernier sujet. Podesia, Nenyama Benoit, Ola Kule, Kudoji, ou bien Ola Kule Kudo et Niam. Go to another no go so Kule voix au sol, Sodome au Kula, elle a été où à fois Kulke la Colorava. Vano Kule Kudoji wa yo o dea, la tena la igazé. No igazé souvent, la ten koufan. No baletru, Léonie Echa Wunam. Donc, si be Ojaduna. Odola kula signori afike dilia fune et dovanale. Laver les mains avant de manger. Quand tu sors, comme nous sommes ici là, on a salué. Quand tu rentres maintenant, il faut laver proprement les mains avant de manger. Il a nos numéros de si à la vie les outils. À combien à la vie? On te tient nos jaduna odola kula sikudo javel. No kula koma wa javel ya kula ngiri kangbaye. Choléra la tenjo. Bane mintele wane ne mintele le benamia bendu wo mintele le benamia benua. Edo amatenjo. Bane mi le benengoria edo arajo. Il faut en premier se laver les mains, être propre avant de prendre des aliments. Et les aliments aussi doivent être propres avant de les mettre dans le ventre. Puisque quand on ingurgite, on n'a pas la possibilité d'ouvrir pour nettoyer dedans. Quand ça rentre, c'est que c'est rentré. Donc, il faut faire très attention à tout ce qu'on envoie dans le ventre. Il y a les déchets aussi, parce que les mouches, eux, ils aiment les déchets. Et si on essaie d'éliminer un peu les déchets qui sont autour de nous, on peut très rapidement éviter cette maladie. Mais si on doit nous conscients, nous on éviter et doit parce que il y a doit mais quand on la pratique les cas il y a il y a bien nous éviter et nous comme on tombe dans plein dans la mer ko ami doit nous éviter nous on tombe. Docteur Hassan, une réaction? Voilà encore une fois des éléments qui montrent que la communauté sait quand même assez de choses sur le choléra. Et ceci est très intéressant à savoir. Alors, donc, il faut insister là-dessus. Le lavage des mains est très, 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 très important. Éviter de déféquer dans la nature, c'est ça. Voilà, bien cuire les aliments comme la dame le dit. Il faut bien cuire les aliments. Il faut manger chaud. Et même les aliments refroidis, il faut les réchauffer avant de manger. Et puis, boire de l'eau saine. Boire de l'eau saine, voilà, tous ces éléments sont quand même connus par la communauté, mais nous devons continuer à sensibiliser cette population-là. Très bien, je crois que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quelques réactions, je ne sais pas si mon assistant est là. Il a enregistré certaines questions dans le compte de cette émission. Si ce n'est pas le cas, nous allons donc donner la parole à notre invité de clôturer en beauté cette émission. Docteur Hassan, votre message ce soir, c'est lequel? Votre message, mais celui du ministère de la Santé, c'est la même chose, c'est lequel? Alors, c'est vraiment insister sur ces aspects de prévention. Sur ces aspects de prévention-là, que nous avons cités tantôt, le lavage des mains avec l'eau et le savon ou la cendre, après les sels, avant de manger et après nos activités. Il faut toujours se laver les mains et bien cuire les aliments, laver, décontaminer nos fruits et légumes avant la consommation. Ouais. Et il faut bien cuire les aliments, et voilà, boire de l'eau saine, et voilà, et ces éléments-là sur lesquels je voudrais bien insister. Alors, il faut aussi se rappeler, faire attention, parce que dans la sous-région, nous avons un pays actuellement qui connaît des cas de choléra.
Et vu la mobilité de la population, très facilement, quelqu'un peut quitter là et entrer dans le pays avec ça. Donc, il faut que nous soyons vigilants. C'est ça. Alors, donc, le dernier message que je vais délivrer à l'endroit de la communauté, c'est que si vous détectez, si vous découvrez quelqu'un qui présente une diarrhée, signes, voilà. une diarrhée profuse faite d'eau, il faut rapidement signaler la formation sanitaire, c'est-à-dire le dispensaire ou l'hôpital le plus proche. Immédiatement, il ne faut pas attendre, parce que sa vie en dépend. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, les autres, pour éviter d'avoir d'autres cas, tout dépendra donc de cette information-là. Il faut signaler pour qu'on puisse prendre rapidement des dispositions pour, entre griffes, éteindre le feu là où il veut s'allumer. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Dr Hassan, pour toutes ces explications. Mais j'ai oublié une question, puisque nous avons encore un peu de temps. J'ai oublié une question. Alors, en l'absence d'un traitement efficace et rapide, quelles sont les complications du choléra? C'est vrai que la petite vidéo qu'on a projetée tout à l'heure l'a signifié, c'est la mort. Est-ce que la mort, elle est spontanée? Après combien de temps la personne peut succomber suite à quelques heures. En quelques heures, si rien n'est fait, la personne va mourir parce que l'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est la vie. Vous voyez, le corps humain, il est fait d'eau essentiellement. Vous voyez, 2/3 du poids du corps de l'homme, c'est de l'eau. C'est-à-dire, si vous avez 30 kilos, un enfant de 30 kilos, ça veut dire que 20 kilos, c'est rien que de l'eau. Mais quand vous perdez de l'eau, vous perdez immédiatement du poids. Et quand vous perdez de l'eau aussi, vous êtes déshydraté, donc vous perdez de l'eau. Alors, vos fonctions, vous voyez que c'est l'eau qui coule avec le sang dans les vaisseaux sanguins. Quand l'eau est perdue, alors la tension chute rapidement et les fonctions de l'organisme ne marchent plus bien. C'est toutes les fonctions vitales. Les fonctions vitales. Donc, très rapidement, on a des désordres à l'intérieur de l'organisme qui conduisent très rapidement à la mort. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut rapidement envoyer l'information au dispensaire pour dire attention, il y a un cas suspect de choléra. D'accord. Si possible, transporter le malade et arriver, se signaler pour qu'on prenne des dispositions par rapport à ceux-là même qui sont venus. C'est ça. Parce que même si c'est un taxi et tout ça, il faut aller jusqu'à désinfecter complètement ce taxi avant de le remettre en route. Très bien. Donc, on peut dire ce soir que le choléra est une maladie dangereusement mortelle. C'est mon message phare, sachez, mesdames et messieurs, que lorsqu'on parle du choléra, c'est une maladie qui est dangereusement mortelle. Alors, lorsqu'il y a quelqu'un dans votre maison qui fait une diarrhée, c'est vrai que les diarrhées ne se font pas comme ça dans la cour. La personne se rend dans le WC, dans les toilettes. Mais lorsque la personne même signale qu'elle est en train de faire des diarrhées rapidement, il faut se rendre dans une structure sanitaire pour qu'on voit de près de quelle nature de diarrhée il s'agit pour prendre les dispositions nécessaires et s'il y a lieu, sauver la personne. C'est extrêmement important. Ne blaguez pas avec le choléra. On le dit comme ça au bout des lèvres, le choléra tue, mais attention, le choléra tue vraiment. Une question, une seule question à laquelle on va répondre. Bonsoir docteur, en matière d'hygiène, quelles dispositions prenez-vous face aux vendeurs de brochettes? Ah oui, des vendeurs de brochettes au bord des routes, surtout ces vendeurs qui se nichent à côté des bars et des carrefours. Ah ben, c'est une belle question. C'est une belle question, vraiment. Il faut dire que le champ de travail du ministère de la Santé est très grand. Est vaste. Est très grand, très vaste. Et ceci, le niveau opérationnel, c'est-à-dire les districts sanitaires qui correspondent à peu près aux préfectures ici, ont des équipes cadres. Donc, il y a un démembrement à ce niveau-là qui fait qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Donc, ceux qui font hygiène et assainissement, qui vont aller voir est-ce que les animaux abattus dans le jour, à l'abattoir, est-ce que ces animaux-là, est-ce que cette viande est bonne avant de permettre qu'on la consomme. Donc, il y a tout un dispositif qui permet d'essayer, qui permet de regarder ces aspects. C'est ça. Les revendeurs de viande
les revendeurs de brochettes sont suivis par les équipes des districts. Mais bien sûr, maintenant, le problème se pose dans le faux. Donc, les gens qui frauduleusement vont aller chercher une mauvaise viande pour la revendre. Donc, c'est pourquoi nous demandons toujours à la communauté de dénoncer les gens pour qu'on puisse faire efficacement notre travail. Merci beaucoup, Dr Hassan. Quelqu'un voudrait bien savoir si l'État a mis à la disposition de la population de Kolobateme de l'eau propre. Kolobateme. Alors, pourquoi Kolobateme? Mais c'est un peu partout. Il y a des zones où il n'y a pas l'eau. Alors, ce que je peux dire, c'est que des efforts sont toujours déployés pour desservir de l'eau aux communautés. Pas seulement à Kolobateme, mais partout. 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 D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur Hassan. Je vous rappelle que docteur Simon-Pierre Hassan est un médecin épidémiologiste. Il nous a entretenu ce soir sur le choléra, tout ce que nous devons savoir sur cette maladie. Docteur Hassan, merci. Merci à vous et merci à la TVT. Je vous en prie, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Santé d'abord. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la réalisation, les cadreurs, l'équipe de montage. On se retrouve le mardi prochain pour un nouveau numéro de Santé d'abord. Mais d'ici là, portez-vous bien parce que la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Au revoir et excellente soirée sur la première. À très bientôt.